Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de connaissances préalables à la gestion des eaux potables et usées, les sources d'approvisionnement en eau. On peut, selon les circonstances, envisager de recourir aux sources d'approvisionnement en eau suivantes. D'abord les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de pluie et les eaux de mer et les eaux saumâtres. Dans la plupart des cas, ce sont les eaux de surface et les eaux souterraines qu'on est le plus susceptible d'utiliser. Ce n'est qu'en leur absence qu'on peut penser à exploiter les eaux de pluie et les eaux de mer. On va commencer par les eaux de surface, spécialement les eaux de rivière. Alors, dans la partie concernant les eaux de rivière, dans la partie amont d'un cours d'eau, par exemple en montagne, la population est peu dense et la forêt et les terres cultivées couvrent une bonne proportion de la région. Et les eaux dont le régime d'écoulement est turbulent sont bien souvent devenues turbides, c'est-à-dire elles ont perdu de leur limpidité. Étant donné qu'elles transportent des matières en suspension provenant de la forêt ou des terres agricoles, alors elles sont par ailleurs souvent froides puisqu'elles proviennent de sources de la fonte de neige ou de fonte de glacier. Et finalement, leur indice de couleur est faible parce qu'elle ne contient aucune matière organique en solution. Et dans la partie aval du cours d'eau, la population est plus dense. Les terres sont cultivées et des industries sont implantées et les eaux alors ils sont donc contaminées par des bactéries et des virus pathogènes qui transmettent des maladies, des matières toxiques, des matières organiques biodégradables et des matières en suspension responsables de leur turbidité et de leur couleur. Et concernant la variation du débit des cours d'eau, selon les saisons et selon les précipitations dans la région touchée, entraîne des variations de la concentration des polluants. C'est pourquoi il faut constamment réviser les modalités d'exploitation des stations de purification de traitement des eaux de surface. On passe maintenant aux eaux de lac. Alors les lacs constituent des bassins naturels de retenue des eaux, ce qui a pour effet de réduire la turbidité des eaux étant donné que grâce à leur faible turbulence, les matières en suspension ont tendance à se déposer au fond. Ensuite, de réduire également la concentration des bactéries et des virus pathogènes dans ces eaux grâce à l'effet combiné de la sédimentation et des longs séjours de l'eau dans les lacs. Là où les conditions sont peu favorables à la survie de ces organismes, et plusieurs d'entre eux sont, par exemple, d'origine intestinale. Et sachant que la température des intestins est certes plus favorable à leur croissance que celle de l'eau des lacs où elles sont passées. Alors, on a dit que les lacs constituent des bassins naturels de retenue des eaux, ce qui a pour effet aussi d'accroître la concentration de certains sels nutritifs, comme le phosphore et l'azote, ce qui provoque l'eutrophisation des lacs, c'est-à-dire la prolifération d'algues et de plantes aquatiques. On passe maintenant aux eaux souterraines. Les eaux souterraines proviennent de sources ou de puits. Habituellement, ils ont les caractéristiques suivantes. Premièrement, une température plutôt constante, quelles que soient les saisons, étant donné l'effet tampon du sol. Une couleur faible parce qu'elle contient peu de matière organique ou colloïdale en solution. Ainsi, une turbidité faible parce qu'elles ont été filtrées dans le sol. Une pollution bactérienne et virale souvent faible,
si elles ont été filtrées par le sol et si ils ont séjourné longtemps. Présence de fer et de manganèse en solution. Présence de calcium et de magnésium qui réagissent avec le savon pour former un précipité. Présence d'acide sulfhydrique H2S gaz qui est nauséabond, qui se dégage dès qu'on se tire l'eau et qu'on la remue légèrement. On passe maintenant aux eaux de pluie. Les eaux de pluie sont habituellement des eaux de bonne qualité, tant pour l'alimentation humaine que pour les autres usages domestiques, même si leur absence de goût déplaît à de nombreux consommateurs. Il faut savoir aussi que ce sont également des eaux très douces, c'est-à-dire des eaux qui ne contiennent pas en solution de sel de calcium, de magnésium et de fer ou de manganèse. Et ces eaux sont également saturées en oxygène, en azote et en dioxyde de carbone CO2, trois des gaz qui entrent dans la composition de l'atmosphère. Et dans les régions qui sont industrielles, cependant, les eaux de pluie peuvent être contaminées par des poussières atmosphériques et des gaz étrangers, par exemple le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote NO et NO2 et l'acide sulfhydrique H2S. Les gaz constitués à partir d'azote, de soufre sont responsables de l'acidité de certaines pluies dont le pH peut descendre jusqu'à 4. Étant donné qu'elles sont peu minéralisées, les eaux de pluie sont agressives et peuvent corroder les conduites de cuivre, de fonte et de béton. Dernièrement, on a les eaux de mer et les eaux saumâtres. Alors, en l'absence d'eau de surface et en l'absence d'eau souterraine ou d'eau de pluie exploitable, on peut recourir à des eaux saumâtres dans 15 000 mg de sel dessous ou même à des eaux de mer environ de 25 000 mg de sel dessous et même plus. Pour dessaler ces eaux, il existe deux techniques à base de membrane, l'électrodialyse et l'osmose inverse, qui sont coûteuses étant donné la grande quantité d'énergie requise. On peut également recourir à d'autres techniques comme la distillation solaire et la congélation lorsque l'ensoleillement ou la température le permettent. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.